Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Superstream, voilà, saison 2, épisode 2. Comme d'habitude, on va juger les programmes qui viennent de sortir sur les plateformes de streaming et puis on va jouer, bien sûr. Sans plus attendre, place à mes chroniqueurs. J'ai nommé Juliette Osbrock, qui est de retour, Stéphanie Fuseau, Émilie Lopez et Marc Arlin. Salut. Hello, hello. Alors, j'espère que vos estomacs sont bien accrochés, parce que la série dont on va débattre dans quelques instants risque de faire parler. Mais avant cela, on est un peu comme quand on emmène des enfants se faire vacciner chez le médecin. Il faut faire passer la pilule avant, après. Donc, on va commencer par jouer. On commence donc tout de suite par la première partie de notre jeu, l'appel à un ami. Et donc, je le rappelle, Juliette, nouvelle règle cette année. La première partie, ce sont des programmes qui sont sortis récemment et que donc vous avez potentiellement vus. Ou aimer ou pas. Donc en fait, ici, c'est comme Koh-Lanta, il y a une nouvelle règle à chaque saison. Exactement. Les poteaux, c'est pour l'épisode 15. On est sûr de la vanne. On commence par le grand mix. Juliette, et pour nos auditeurs, peut-être qui auraient séché la rentrée de Superstream, je rappelle le principe. C'est toujours notre ami ChatGPT qui a concocté les questions. On lui a demandé de mixer le pitch de 2 programmes. Vous allez donc devoir retrouver les 2 programmes en question. Attention, on attend bien la fin de l'énoncé pour répondre. Merci. Merci Marc. Je vous en prie. Allez, le premier, il est facile pour voir si tout le monde a bien compris. Une idylle parisienne enflammée se complique quand surgit une expérience radicale, tomber amoureux sans jamais se voir. Les masques tombent, l'amour survit-il aux illusions? Moi, Emily in Paris, c'est pour le meilleur et à l'aveugle. Alors, t'en as un. French Lover. Ouais. Donc, on va dire un point chacun. Et je vais prendre ma petite tablette pour noter les points et ne pas faire de déçus. Tu fais très maîtresse d'école avec cette petite ardoise. De ouf. Alors, next. Entre réalité et cauchemar, une psychiatre tourmentée se réveille dans un jeu mortel. Ses dons pour lire l'âme humaine l'aident à décrypter ses rivaux, mais aucun cœur n'est transparent. J'ai Alice in Borderland. Ouais, et le deuxième. Et Empathie. Ah, moi j'allais dire un docile. Ah, j'allais dire un docile. C'est bien aussi. Un point pour Émilie et un deuxième point. J'ai un point, c'est bon, je peux me retirer du jeu. J'ai sauvé l'honneur. C'est ça à chaque fois. Alors, next. À la mort d'un patriarche, une dynastie se déchire pour le pouvoir, contrainte de s'enterrer dans un bunker de luxe où secret à trahison menace plus que l'apocalypse. Allez, 2 points chacune. Pardon pour les oreilles des auditeurs. J'ai perdu un tympan. Et welcome back, Juju. Bah oui. Alors, on passe à la séquence suivante. C'est une nouveauté encore cette saison, Juliette. Ah non, c'est trop pour moi, Laurence. Fallait me donner un café avant s'il y avait autant de nouveautés. Les emojis. Ah oui, c'est dur ça. Tu vas vite comprendre le principe. Voilà. Je redis les règles des points pour qu'il n'y ait pas de jaloux. 2 emojis égale 2 points. Et pour le reste, 1 point. Voilà. C'est-à-dire que si tu devines au bout de 2 emojis, t'as 2 points. Très bien. Et après, si c'est au bout de 3, t'as qu'un point. Okay. Parce que la dernière fois, je me suis fait voler ma on va pas revenir là-dessus, ce n'est pas vrai. Voilà, j'ai l'impression d'être à l'épisode 2 de la saison 1. Là. Les rancœurs. Alors, emoji détonation. Ok. Détonation. Genre explosion, quoi. Oui, bombe, quoi. Voilà. Emoji sang. Sentinelle. Oui. Oh, joli. Bravo. Je vous l'avais dit ce matin que vu qu'elle était revenue, on allait se prendre une... She's on fire. Ah, mais oui, yeah. Les Sentinelles, série à voir donc sur Canal+, en cette rentrée, série rétro-futuriste, d'après la série La bande dessinée du même nom, Les Sentinelles de Xavier Dorisson et Enrique Brescia. Qu'est-ce qu'on en a pensé des Sentinelles? Je crois qu'il y en a qui ont beaucoup aimé autour de cette table. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout aimé toute la partie guerre. Et Thibaut Évrard. Et Thibaut Évrard, bien sûr, qui est formidable dans le rôle. Oui. Toute la partie guerre est vraiment bien faite. C'est carrément un thriller. Vraiment, des fois, ils sont devant une porte, etc. On est vraiment pris. J'étais un tout petit peu moins convaincue par tout le côté un peu surnaturel. Ça m'a un petit peu moins intéressée. Mais franchement, visuellement, c'est très, très beau. C'est super bien joué. L'histoire, elle est haletante jusqu'à la fin. Vraiment une bonne surprise, quoi. Je le conseille à tout le monde. Alors, on enchaîne. Autre emoji. Emoji jeune femme. Ok. Emoji. L'été, je suis devenue jolie. Non. Bah, on peut pas en parler tous les mois, non? Pardon. Pourquoi pas? Mais parce que comme on lui en parle toute la journée. Emoji policier. C'est pas indocile, justement? Ce n'est pas indocile. Je vais vous le citer à chaque fois, vous le savez. Oui, hein. je sais, Les disparus de la guerre. Police. Les disparus de la guerre.
Yes. Ce qui nous fait donc 2 points. Ah, mais je t'ai volé un point, Juliette. 2 points pour Juliette tout à l'heure et 2 points pour Stéphanie. Oh, bravo. Je suis de retour dans le Les game. Disparus de la Garde, donc effectivement, série française qui vient d'arriver sur Disney+, avec Camille Raza et Hugo Becker, l'histoire vraie des Disparus de la Garde de Perpignan dans les années 90. Stéphanie, ça donne quoi? Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas du tout sensationnaliste. Il y a beaucoup de choses très humaines, en fait. Il y a des petits défauts dans les histoires en toile de fond. Mais pour tout ce qui est de l'enquête et tout ce qui est du rôle de Mélanie Doutet, qui est vraiment assez bouleversante en fait dans le rôle. C'est très très bien fait en fait. Le côté humain est très bien développé et le côté enquête, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit le travail un peu comme dans l'affaire SK1 en fait. On voit vraiment le travail laborieux de la police, les recherches, les coups de fil, tout ce qui est pas glamour. Et ça c'est très bien mis en scène aussi et leur dévouement sur toutes ces années pour trouver le coupable. Donc franchement c'est très bien fichu. Émilie, je te voyais hocher de la tête. Oui, parce qu'en fait, on a eu cette discussion avec Stéphanie. Je sais que notamment sur le personnage de Patrick Timsit, où elle voyait pas trop l'intérêt. Moi, au contraire, je l'ai trouvé très touchant, en fait, très juste. Mais ça, on sait que Patrick Timsit est un super acteur. Mais j'ai aimé son apport. Il prend un peu sous son aile le personnage de Camille Raza, Camille Raza qui est incroyable dedans, je trouve. Et j'ai aimé cette espèce de filiation de cette petite jeune qui arrive. En plus, c'est une nana dans une brigade à l'époque où les nanas flics, elles n'étaient pas forcément super bien accueillies. Et lui, c'est celui qui est bientôt à la retraite et qui va un peu l'aider, l'accompagner et surtout l'aider à pas craquer face à d'autres personnes qui ne l'accueillent pas comme il faut dans la brigade. Emoji suivant, on va dire emoji femme d'âge moyen, comparé à la jeune femme de Mais t'es en impro total sur les emojis en fait. Je suis pas encore hyper bonne sur mes Après, emojis. ceci dit, Voilà. décrire Saison 3, ça ira voilà. beaucoup mieux. Elle a les emojis, donc Voilà. il faut qu'elle les décrive à chaque Alors, fois. le suivant est beaucoup plus simple à décrire. Emoji cœur brisé. Ça va. On comprend le cœur brisé. C'est pas The Girlfriend? Bah non. Non. Femme âgée et cœur brisé. Non, Non, pas âge femme âgée, moyen. âge moyen. Ah oui, tu nous mets des... je ne sais Emoji justice. pas. Angela. Amanda Knox. Ouais. Ah oui, Angela. Oh, dis donc. Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Me posez pas la question de savoir ce que j'en ai pensé parce que j'ai pas pu aller au bout. Alors, Angela, c'est une mini-série espagnole qui est sortie sur Netflix ce mois-ci, qui est adaptée d'une série anglaise, Angela Black, dans laquelle jouait Joan Fregat de Downton Abbey, sur l'histoire d'une femme battue. Ouais, et dont le mari veut la tuer. C'est long. Mais Alors que c'est censé être une mini-série. Oui, mais voilà, je suis pas allée au bout. Je crois même que j'ai fait quelques petites siestes devant. Après, apparemment, les internautes ont trouvé ça formidable. Tant mieux pour eux, parce que moi, je me suis fait chier comme un rat mort. La version avec Joan Fregat était vraiment exceptionnelle. Enfin, c'était super addictif. Et en même temps, ça disait beaucoup de choses sur la capacité ou non de la société à croire une femme quand elle accuse son mari de violence. Enfin, c'était super fort. Donc, si ça n'est que à moitié aussi bien que cette version-là, ça doit être super. Et cette version-là, du coup, la version anglaise est dispo sur M6+, je crois. Voilà. Je vais regarder, du coup. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire à Marc qu'il faut qu'il joue aussi? J'ai 2 points. Il a 2 points. Je Il a 2 points. rigole, je plaisante, pardon. Alors, emoji homme barbu. J'aurais dit les sentinelles, tu vois. Homme barbu, ok. Un barbu. Ah, tu t'en donnes pas de deuxième? Emoji maison chelou. Eh ben, un monstre. Non. J'allais totalement dire monstre aussi. Il est pas vraiment barbu. tu Homme me diras. barbu et maison chelou. Homme barbu, maison chelou. Slow Horses. Non, emoji. C'est pas barbu. C'est pas bête, ça. Emoji Pas barbu voiture non de plus. police. Ah bah non. Alors, du coup. Encore c'est une série policière. Eh ben. C'est pas Bosch. Bon, je pense que je vais la Ouais, donner. fais le donner, Ouais, parce vas-y. que- C'est la série American Task qui est sortie sur HBO Max, que vous êtes plusieurs à avoir vu autour de cette table. Avec Tom Qui, lui, n'est pas barbu, du Belfray coup. et Marc Bah, non. Ruffalo. Mais C'est qui le barbu? Bah, ils sont c'est barbus. l'autre là. C'est ouais. le... Ah oui. Elle est en train de se faire engueuler sur l'intitulaire. Pardon. C'est ChatGPT, je le rappelle. Et qui a été créé par le créateur de Mare of Easttown, qui avait fait beaucoup parler il y a quelques années. Et donc, Task, moi, il me manque 2-3 épisodes à la fin. Mais pour l'instant, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je trouvais que c'était hyper fort. Peut-être pas aussi fort que Mare of Easttown, mais vraiment très, très fort. Et la confrontation entre Mark Ruffalo et Tom Belfray avec des personnages qui ont beaucoup de failles et qui se ressemblent, alors que sur le papier, on n'aurait pas pensé qu'ils se ressemblent forcément. J'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait. Même le rythme,
Les compositions sont très fortes, donc du coup tu rentres dedans, c'est assez hypnotique et en plus il y a des rebondissements. Donc, oui, donc, il y a le même côté addictif que pour Mare of Easttown, du coup. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Non, moi je trouve que c'est moins. Alors ça joue pas sur les mêmes ressorts. Je trouve ça encore plus psychologique que Mare of Easttown. Mare of Easttown, t'avais quand même le côté enquête qui était très développé. Il fallait quand même qu'elle retrouve la gamine disparue. Là, en fait, il y a une histoire effectivement à suspense parce qu'il y a Mark Ruffalo qui est à la tête d'une enquête d'un groupe du FBI pour retrouver le gang mené par Tom Belfry. Mais je trouve que le suspense n'est pas là, en fait. Il y a des rebondissements, mais par exemple, il y a des choses qui sont résolues assez vite. On sait dès le départ, par exemple, qui est ce gang qui pille des maisons de trafiquants de drogue, pourquoi ils font ça, etc. C'est assez différent, en vrai. Des styles un peu différents. Et dernière série d'emoji, drapeau britannique. Ok. Si je dis drapeau de l'Angleterre, je vais me faire disputer ce soir à la maison. Downton Abbey. Non. Emoji monsieur qui mène l'enquête avec sa loupe. Un couteau tiré. Watson. Watson. Non. Oui. Non, il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Murder Club du jeudi. Oui, bien joué. Le Murder Club du jeudi, je sais pas. Pas ça? Non. Il manque quoi? Non. Emoji pouce vers le bas. C'est nul? Alors, c'est pas forcément la série qui est nulle. Au contraire, mais... Ils sont mauvais. C'est des enquêteurs qui sont nuls à chier. Slow Horses. Voilà. Je regardais, Juliette, j'ai failli te faire un gros clin d'œil. Hein. Heureusement que je t'ai aidé. Tu pouvais pas mettre un emoji cheval, enfin... Alors... C'était ma première réaction quand j'ai vu les propositions de ChatGPT, mais voilà. Slow Horses, dans la saison 5, vient de démarrer sur Apple TV+. Qu'est-ce qu'on en pense de ces nouveaux épisodes ? Ah bah moi j'adore, en fait on revient un peu sur les nouveaux épisodes à ce qui marchait super bien en saison 1, c'est-à-dire qu'on repart chaque saison de Slow Horses a un point de départ avec quelque chose qui se passe en Angleterre et là on revient un petit peu à la dimension politique de la première saison qui redonne un peu justement du contexte aussi, donc voilà, et en même temps comme d'habitude ça part dans tous les sens à l'étable, Gary Oldman est toujours aussi grossier et on adore. Et il pète toujours. Et il pète toujours, tout à fait, et il n'a toujours pas trouvé son pain de bouche, voilà. C'est vraiment comme ça qu'on l'aime. Il y a des gros enjeux sur cette série-là. En tout cas, vous la vendez super bien. Il y a un mec qui pète et qui pue de la gueule. Non, mais en fait, vraiment, c'est une série qui est super jouissive parce que déjà, tu comprends tout. Et moi, c'est la seule série d'espionnage. J'ai peur. C'est la seule série où je comprends tout. Non, mais d'habitude, je fais la ramasse. C'est la seule série d'espionnage où je comprends tous les enjeux. Et je me dis, ok, c'est cool. Et les personnages sont super drôles. Il y a de l'humour, les courses, enfin, il y a des trucs limite un peu gag. Ah, mais complètement. Ils jouent totalement sur l'absurde. C'est vraiment, c'est les anti-James Bond, quoi. Et en même temps, t'as des trucs émouvants et intéressants. Enfin, franchement, il y a tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes, en vrai. Oui, ça passe super vite. Oui, mais en même temps, tu vois, moi, j'ai tout rattrapé cet été. Je me suis fait vraiment un tunnel. Et en fait, ce qui marche bien... C'était pas celle-là en un week-end? Si, en un week-end. Mais ce qui marche bien, c'est qu'on n'a plus l'habitude. Là, c'est des épisodes, c'est des saisons de 6 épisodes. Les épisodes, c'est 45 minutes. Du coup, c'est super efficace. On va droit au but. Enfin, voilà... on reparlera de monstres, mais il n'est pas toujours nécessaire de faire 8 épisodes de 1h15 chacun. Donc voilà. Ne déflore pas le débat. Mais excellente transition, puisqu'on arrive à la fin de cette première séquence de jeu. Un petit premier rappel des points. 6 points pour Juliette, qui est de retour extrêmement en forme. 4 points pour Émilie. 3 pour Stéphanie et 2 pour Marc. J'ai été me rattraper la partie 2 tout à l'heure. Moi, la partie 2, la dernière fois, c'est ce qui m'a perdu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous laisser continuer. Je vais vous ralentir. Et on passe tout de suite à la séquence suivante. C'est l'heure du grand débrief de Superstream. Après une première saison consacrée à Jeffrey Dahmer et une deuxième aux frères Eric et Lyle Menendez, la série d'anthologie Monstre est revenue sur Netflix pour une saison 3, début octobre. Elle est consacrée cette fois au tueur en série Ed Gein, joué par Charlie Hunnam à l'écran. Alors je sais que certains l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Il y a effectivement beaucoup à en dire. Voilà, on va commencer avec l'autre nouveauté de Superstream. On reprend nos petites ardoises. Et je vais vous demander un mot pour qualifier cette saison. Là, c'est dur. On peut pas avoir 2 mots? J'avoue qu'un mot, c'est difficile. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Oh, dis donc, la reine de la synthèse, elle va se calmer. Hein. Je suis désolée, mais on a des règles. Oh, j'ai vu ton mot. Ça a mal se terminer. J'ai cru que t'avais écrit Prout. Non, c'est pas Slow Horses. Non, t'as Slow Horses, ouais.
Mais il servent à quelque chose, ces proutes. C'est pas... C'est pas juste décoratif. Est-ce qu'on peut passer ça Oh là là. Attendez, parce que c'est rendons la hommage aux nature. ingé sons quand même. C'est la nature. Alors, j'ai fait comme mon fils. J'ai pas laissé assez de place pour toutes les lettres. Allez, on retourne les ardoises. Alors, qu'est-ce qu'on a on a Provoque, Juliette. Regardable. Stéphanie, je suis désolée, mais j'arrive pas à lire. Performance. Indigeste. Marque indigeste, inoubliable. Et moi, je vais finir sur un irregardable. Est-ce que vous pouvez arrêter de juger mon mot? Est-ce que j'ai jugé vos mots? Alors, on ne juge pas. On ne juge pas. J'ai jugé mon prout. On ne juge pas. On va en parler dès maintenant. Eh bien, allez, Émilie, c'est toi qui ouvre le bal. Puisque tu as trouvé cette saison 3 de Monstres inoubliables. Tu vas nous dire pourquoi? Alors, très clairement, ce que j'ai vu, je ne pourrai jamais l'oublier. Déjà, au sens premier du terme, inoubliable, c'est que les scènes, la réal, la performance de Charlie Hunnam, tout l'ensemble, l'histoire que je connaissais peu, je ne pourrais jamais oublier cette série, très clairement. Voilà, je l'attendais avec impatience, avec beaucoup d'impatience. J'ai même regardé plusieurs fois la bande-annonce, si je suis totalement honnête, en me disant... moi, je suis je regarde beaucoup de documentaires et de séries de faits divers. Je lis beaucoup de livres aussi. Et j'avais trouvé la bande-annonce déjà absolument scotchante. J'avais adoré Dahmer, j'avais adoré la série sur les frères Menendez. Je suis en plus très, très, très cliente de Ryan Murphy. Et en général, je ne suis pas du tout objective quand il s'agit de Ryan Murphy. Même quand c'est pas bon, j'arrive toujours à trouver du bon. Là, j'y suis allée en me disant... Donc, j'attendais. Et en vrai, je pense que je dois être la seule autour de la table. Et j'ai pas été déçue. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on parle quand même d'un tueur en série qui a tué des gens, déterré des cadavres, qui pratiquait la nécrophilie, qui découpait donc la peau des gens pour s'en faire des costumes et qui faisait plein de trucs... voilà, pas bien du tout. Mais vraiment, en fait, j'ai été happée par cette histoire. J'ai trouvé les parallèles avec notamment la pop culture et comment les crimes ou même la personnalité de Ed Gein ont pu influencer la pop culture ou de nombreux films, puis même d'autres serial killers. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai trouvé intéressant aussi le côté où il a pris des partis pris, et il a même raconté des choses qui ne se sont pas passées pour le bien de sa série. Je trouvais ça très bien écrit, personnellement. J'ai trouvé que la réal était incroyable. Il y avait vraiment des moments où j'étais là, où je me disais, waouh, il y a de la qualité. Enfin, à mon sens, j'ai trouvé vraiment la réal folle. Et puis, que dire de Charlie Hunnam, quoi. Vraiment, il n'y a pas une scène où il n'est pas... à la fois, il est à la fois perturbant et touchant. Il est parfois drôle. Parfois, tu as envie de le prendre dans tes bras. Puis d'autres moments, tu as envie de dire, mais en fait, non, si, en fait, il m'a touché à certains moments. Et c'est pas le seul, en fait. Je trouve que le casting dans son ensemble est fou. Je trouve que le travail de reconstruction est complètement dingue. Quand on regarde les photos notamment sur la maison ou sur ce qu'il a pu faire, ce qu'il avait dans sa maison, ce qu'il y avait et ce qu'il montre dans la série. Voilà, c'est un vrai travail de fou. Et je vais même vous dire, et ça va peut-être vous surprendre, mais donc j'ai fini de la regarder hier soir parce que très clairement, à l'inverse de toute autre série que j'ai pu voir de toute ma vie, je n'ai pas pu la binger, parce qu'il me fallait un petit peu de temps. Et donc j'étais avec ma compagne et je lui dis, écoute, il va falloir que je la revoie en fait. Il va falloir que je la revoie parce qu'il va falloir que voilà, j'ai trop de choses, il s'est passé trop de choses, il faut que je la revoie. Et elle m'a dit, bah écoute, moi aussi j'ai envie de la revoir et je la reverrai avec toi. Alors que elle, pour le coup, les trucs de faits divers, c'est pas du tout son truc. Donc je trouve que l'objet sériel est dingue et voilà, et je la reverrai avec plaisir. Enfin, alors, avec plaisir entre guillemets. Je vais passer la parole à Stéphanie, qui était l'autre personne qui attendait avec énormément d'impatience cette saison 3 sur Ed Gein. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, je suis vraiment extrêmement mitigée, déçue pour le coup. Je suis d'accord sur Charlie Hunnam et c'est les 2 points positifs moi que j'ai aimés dans cette série. C'est sa performance qui est juste incroyable. Il mérite un prix. Il est formidable. Il est vraiment tout. Sa voix, sa gestuelle, les nuances qu'il apporte au personnage et toutes les scènes qu'il concerne, c'est son histoire à lui quand ça se passe à son époque. Tout le reste. Mais franchement, des fois, j'étais énervée. C'est pas ton genre de t'énerver devant une série. Jamais. Parce que, en fait, de temps en temps, j'aime bien Ryan Murphy. De temps en temps, vraiment, je l'aime pas.
Et là, j'ai eu les deux sensations, c'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à un truc comme Dahmer, c'est-à-dire très sobre, réaliste, factuel. Et là, en fait, il y a des choses qui sont factuelles et il y a des choses qui sont complètement mensongères, mais mensongères, c'est-à-dire c'est même pas une interprétation, c'est mensonger. C'est une série, hein, juste pour rappeler. Tu fais référence à quoi, par exemple, Steph? Par exemple, dans le dernier épisode, toute cette histoire que Ed Gein est un peu le père des tueurs en série, c'est faux. En fait, il n'a pas eu tant d'influence que ça sur les tueurs en série. C'est pas vrai. Par exemple, on voit Ted Bundy, aucun rapport. Ted Bundy, il a commencé très jeune à avoir des déviances. C'est plus des trucs de... En fait, on ne devient pas tueur en série parce qu'on est fan d'un tueur en série. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans la tête d'expliquer aux gens dans cette série-là. Vous savez qu'un tueur en série peut influencer d'autres tueurs. En fait, c'est pas un truc que tu as en toi. Donc déjà, j'étais très en colère par rapport à Ted Bundy, l'espèce de truc Mindhunter, qui n'ont jamais interrogé Ed Gein. Donc pourquoi tu viens mettre Mindhunter là-dedans, en fait pourquoi ? Ensuite, il n'est pas respectueux. Je trouve qu'il projette ses propres fantasmes, en fait. Dans la série, il sexualise tout. Comme la plupart de ces séries, d'ailleurs. Mais sauf que Dahmer, il n'avait pas fait ça et il avait matière à le faire. Il aurait pu faire plein de scènes de sexe entre Dahmer et ses mecs, etc. Il l'a pas fait. Ouais, là, il rajoute des scènes de sexe qui ne servent à rien, en plus. Celle, par contre, de la nécrophilie, je trouve... C'est très curieux parce que ce qui pourrait être vraiment glauque, atroce et tout de mauvais goût, il le fait bien. C'est sobre. Par exemple, la scène de nécrophilie, je le trouvais très sobre et très bien faite. Par contre, la scène, alors je spoil, c'est la fin, mais la scène de sexe dans la prison entre Richard Speck et un inconnu ne sert à rien. Le mec se fait plaisir, ça n'apporte rien au récit. Et je me dis, mais en fait, et puis alors, tous ces beaux mecs, ils sont tous beaux. Encore une fois, comme souvent dans les séries de Ryan Murphy. Richard Speck, il n'est pas ultra beau. Non, mais ça, il est, tu vois, c'est pas non plus un mec qui te fait trop peur. Ou, genre le flic qui a 3 gosses, là, 3 ou 4 gosses, excusez-moi, mais genre, il a 25 ans, ce mec, c'est un mannequin, en fait. Juliette, c'est ce qui t'a dérangé, je crois, avec le... Alors, si seulement il y avait que ça. Entre autres, avec le choix de Charlie Hunman et son physique, notamment. Pauvre micro, je ne t'en veux pas. Alors, Charlie Hunnam, je mettrais un petit astérisque. C'est-à-dire que Charlie Hunnam, je ne peux que être d'accord avec ce qu'ont dit les filles, c'est-à-dire qu'il fait une performance qui est incroyable. Le travail sur la voix, le travail sur la gestuelle, c'est incroyable. Ce qui m'a dérangée, c'est que, en fait, Charlie Hunnam, on le voit évidemment beaucoup dénudé. Ouais. Et en fait, c'est un peu l'archétype de ce qui se passe avec les autres personnages, à savoir que tout le monde est beau gosse. Et que quand on regarde la réalité des choses, et que l'idée, c'était quand même, effectivement, comme disait Steph, moi, j'attendais une forme de réalisme. Donc, du coup, on te plonge au fin fond du Wisconsin, de ces gens qui sont quand même globalement désargentés, qui n'ont pas trop les moyens et tout, mais tout le monde est archi beau gosse, bien coiffé, bien propre et tout. Charlie Hunnam, il a dit qu'il avait perdu du poids pour la série, mais sauf qu'en fait, et c'est parce que Ed Gein, sa femme, était affamée à l'époque. Ok, mais sauf qu'en fait, le gars, à côté de ça, il est allé à 4 heures par jour à la salle, parce que moi, les abdos comme ça, c'est pas les mecs qui mangent pas, qui font pas de sport et tout. Pareil, le personnage de Adeline, qui est censé être sa fiancée, quand on voit la Adeline, qui est une petite poupée magnifique qu'on nous présente. Alors, je pense que l'idée, c'était aussi de créer un contraste entre cette jolie jeune fille, toute blonde, qui a l'air bien sous tout rapport et qui, en fait, est complètement tordue aussi. Mais du coup, on l'a fait très belle. Pareil pour les flics, tu l'as dit. Pareil pour Isle Corr, l'allemande, qui aurait inspiré Ed Gein. Enfin, voilà, tout le monde est super beau. Enfin, Vicky Crisp, l'actrice qui la joue, c'est vrai qu'elle est très très belle, mais en fait c'est pas ça qu'on veut montrer. Ouais, que même la période où elle est en prison, elle a pas si mauvaise mine. Mais pour le coup, Isle Corr, je sais pas comment on dit, ressemble un peu à Vicky Crisp. Autant je suis d'accord avec toi. Non, ah bah non, les photos en vrai, tu regardes. Moi je trouve pas. De loin. Un petit peu en plissant un peu les yeux. Adeline, je suis totalement d'accord avec toi. Adeline, dans la vraie vie, c'était pas Kate Moss, quoi. Mais moi, il y a comme toujours, non, il y a pas que ça. Et puis il y a un vrai rapport, comme disait Steph, il y a un vrai problème du rapport au corps et du rapport à la sexualisation dans ces séries. T'as raison, la scène de nécrophilie. Alors moi, j'ai eu du mal à la regarder, soyons honnêtes, mais c'est aussi parce qu'elle était
probablement bien faite. C'est dur. Mais c'est dur à regarder. Mais par contre, on a un problème de longueur sur certaines scènes. Et notamment la scène de la nécrophilie. Pour moi, c'est une scène qui est trop longue. Il y a des choses qu'on a compris. Il y a des choses où il les provoque, Ryan Murphy et Ian Brennan, qui est quand même son grand acolyte, parce que c'est pas la seule série qu'ils font ensemble. Ils font Feud aussi ensemble. C'est quand même... ils ont un rapport à la crudité qui, pour moi, est pas toujours nécessaire, ni dans la violence, ni dans ce qu'on montre. À un moment donné, on nous montre la petite boîte de vulve séchée de Ed Gein, mais en fait, quand Hitchcock la présente à Anthony Perkins, il dit ce que c'est. Est-ce qu'on a... Et la tension, honnêtement, moi, j'étais dans la scène, j'étais dans la tension. De le voir ouvrir la boîte, faire cette tête, parce que le travail de l'acteur est super intéressant, où il y a un effet miroir, et en fait, à travers ses yeux, tu vois pas ce qu'il y a dans la boîte, mais tu te dis, c'est horrible. Quel était le besoin de faire un contre-champ pour dire, une vulve séchée, ça ressemble à ça. Je n'en avais vraiment pas besoin. Et ça, en fait, c'est un exemple sur un truc qui nous a fait 10 fois là dans cette saison. Il force le propos, en fait, comme si on comprenait pas, quoi. Voilà, et moi j'ai un autre problème aussi sur le rapport effectivement à la réalité de ce qu'a été Ed Gein, de ce qu'il a inspiré, pas inspiré, et notamment on parlait du personnage de Vicky Crisp, donc qui est un personnage qui a vraiment existé, donc voilà, elle a vraiment été condamnée au procès de Buchenwald pour atrocité contre les Juifs enfermés au camp de concentration. Mais en fait, on part dans un fantasme de ce que Ed Gein aurait projeté ou pas sur elle. Et notamment, moi, dans l'épisode 2, il y a ce grand plan où il est dans un champ enneigé, où il est tout seul sur son tracteur. Et d'un coup, il y a une centaine, 200, 300 juifs qui courent dans leur tenue de camp de concentration, alors que l'épisode d'avant, on t'a dit que leur peau servait à faire des lampadaires. Et ils courent, ça hurle et tout. Et je n'ai pas compris l'intérêt, je n'ai pas compris en quoi ça servait. C'est trop long, ça ne m'aide pas à comprendre ce qu'est Ed Gein, ce qu'elle avait dans la tête. Il y a d'autres scènes qui m'ont aidé à le comprendre. Ça ne m'aide pas. Et j'ai l'impression qu'on exploite un truc, pour le coup, c'est même pas du voyeurisme le mot, mais on va replonger dans un trauma et on fait trauma sur trauma sur trauma. Et là, ce n'était pas nécessaire. La série est assez traumatisante comme ça. On n'avait pas besoin de rajouter ça là-dedans. L'histoire de Ilse Corr, je ne sais pas exactement comment ça... Ilse Corr. Elle est super intéressante en soi. Et si j'ai bien compris, effectivement, il lisait les comics qui parlaient d'elle, etc. Et c'était intéressant de raconter ça. Mais il pouvait le faire d'une autre façon. Il pouvait le démontrer différemment aussi, quoi. Mais moi, voilà. Et il y a un truc, le dernier truc qui m'a vraiment dérangée, excusez-moi, c'est l'hypocrisie de Ryan Murphy. Ryan Murphy nous fait quand même une putain de leçon de morale sur toute cette série, à savoir que on a exploité Ed Gein, que Hitchcock a fait des films sur lui, que Massacre à la tronçonneuse l'a exploité et tatati, et on te dit et c'est pas bien. Et toi et on te dit toi téléspectateur, c'est pas bien non plus parce que tu regardes et que tu peux pas t'empêcher de regarder. Mais regardez ma série et regardez la thune que je vais me faire sur ma série. Et il dit moi j'ai compris le vrai Ed Gein, donc par rapport à Hitchcock, par rapport à Massacre à la tronçonneuse, moi, j'ai la bonne vérité, mais par contre, vous êtes des voyeuristes. Et honnêtement, moi, la série, je l'ai vraiment regardée parce que le podcast, sinon, merci, mais non merci. Mais je peux comprendre qu'on s'intéresse à ce genre. Mais viens pas nous dire, vous regardez ma série, vous me donnez beaucoup d'argent, les gars, mais c'est vous les tarés. Ça, c'est d'une hypocrisie. Juste par rapport aussi, par rapport, excuse-moi. Parce que Marc n'a pas encore parlé, les filles. Presque. Mais pour le côté pop culture, pareil, j'ai trouvé ça de réduire Anthony Perkins et Hitchcock à ça, ou même les réalisateurs à ça, j'ai trouvé ça pas correct en fait, parce que... Mais ils n'allaient pas faire l'autobiographie, la biographie non, c'est pas ça, mais en fait, si tu veux, réduire Hitchcock à un pervers qui... Psychose, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du cinéma qui a changé le cinéma, en fait. C'est pas juste un mec qui était pervers et qui regardait par le trou d'une serrure. Et en plus, c'était pas que par rapport à Ed Gein. Donc, je sais pas, il mélange tout, en fait. Soit tu le mets, et alors ces prothèses, en plus, on en parle, c'est quoi le... Je me suis vraiment posé la question, si vous voulez, parce qu'il y a des trucs à des moments qui sont grotesques. Genre sa mère, par exemple, est grotesque. Hitchcock est grotesque. Est-ce qu'il a voulu renforcer ça en lui mettant un maquillage vraiment mal fait ? Parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était Hitchcock. Je récapitule. Émilie a adoré. Juliette et Stéphanie ont été très déçues. Marc, on en est où ? Alors, je vais rejoindre Émilie sur un point au moins, qui est sur le fait qu'effectivement, pour moi, ça m'a intéressé le fait de lier la pop culture et ces œuvres-là à Ed Gein, même s'il y a une part de falsification, on va dire. Je trouve que la façon dont c'est fait dans les 4 premiers épisodes, c'est quand même assez malin et c'est assez jouissif de voir ces allers-retours.
Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça s'arrête quasiment à la fin de l'épisode 4. Alors, à l'épisode 6 ou 7, je crois, on a un clin d'œil au Silence des Agneaux, avec une scène que je trouve vraiment copier-coller en mode bon bah je vous l'aimais parce que j'ai oublié le Silence des Agneaux, ah merde. Bon bah allez, la musique. Donc la musique commence à démarrer, la fameuse musique. Moi j'ai adoré ce moment justement, le copier-coller. Ouais, mais il est vraiment au chausse-pied, tu vois, genre merde, faut que je le mette là, hop, puis après on n'en parle plus. Après on revient plus dessus. Alors que Psychose et Massacre, on revient dessus, tu vois. Et parce qu'il y avait peut-être moins de choses à dire, effectivement. Peut-être. Mais du coup, ça sent un peu le truc. C'est comme Mindhunter pour moi à la fin. Remettre Mindhunter. Le chausse-pied. C'est vraiment le chausse-pied. Genre, ah oui, mince, sur Netflix. Alors, je vais faire un clin d'œil. Voilà. Vraiment, qui n'est pas très utile et qui apporte pas grand-chose. Mais par contre, dans les 4 premiers épisodes, je trouve que c'est assez malin et je ne l'avais pas vu venir. C'est en fait quand d'un coup, on voit Hitchcock avec sa femme, avec Alma et du coup, l'auteur du livre Psychose. Je me suis vraiment dit, genre, mais là, on est dans quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pensais que c'était un clin d'œil et que ça allait s'arrêter là. Et non, ça dialogue, en fait, la fiction dialogue tout le temps avec celle qu'elle a inspirée. Enfin, en tout cas, Ed Gein dialogue avec ces fictions-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, j'ai mis indigeste parce que, comme disait Juliette, mais il y a trop de choses. Il a tout mis, en fait. Il a mis à la fois un commentaire sur la violence, mais en même temps, il nous fait de la violence. Il a mis, effectivement, trop de personnages, beaucoup trop clean et beaucoup trop, trop d'histoires. Effectivement, l'histoire sur les Juifs et les camps de concentration, ça prend trop de place. Ça prend beaucoup trop de place et puis c'est fait de façon très maladroite. Enfin, vraiment super maladroite. Pour moi, c'est choqué pour choquer. Oui, et puis on n'a jamais eu de preuve qu'il a eu cette vision non, des. Non, mais juste intéressé par les nazis, mais par contre, apparemment, la chaîne de Buchenwald a vraiment fait ça en fait. Donc moi je trouve que le parallèle justement est super intéressant. Il y avait peut-être une autre manière de le raconter, d'en parler en fait, de l'évoquer. Et je pense qu'il n'était pas obligé d'aller dans la provoque et dans le choc à ce point-là. Après c'est le parti pris total. Enfin pardon Marc, c'est le parti pris de la série dans son ensemble en fait. Donc et moi je trouve ça au contraire. Tout à l'heure tu disais oui mais moi je voulais voir Dahmer, mais en fait si tu veux voir Dahmer, regarde Dahmer en fait. Et non, justement, je voulais dire. Oui, mais justement, moi, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette saison-là, c'est que c'est pas du Dahmer. On va pas te donner un truc vraiment factuel. C'est pas du frère Menendez où on va te mettre de la pop et te donner 2 points de vue différents. Là, en fait, c'est un autre traitement d'un autre fait divers qui n'a rien à voir. Et tu vois ce que je veux dire? En fait, oui, mais on peut admettre que ce nouveau traitement est beaucoup plus fantasmé. Il est beaucoup plus dans la projection que dans le réalisme, qui était le brief de la série Monstre à la base. Et les frères Menendez, ça a été fait de façon assez intelligente pour dire en fait, il y a point contre point, on était d'accord ou pas sur le fait que c'était utile ou pas de pas donner de réponse à la fin, mais on te dit point de vue contre point de vue. Mais du coup, l'idée c'était de dire on n'a pas de vérité absolue, mais voilà ce qu'on peut adopter. Dahmer, il y avait une forme de réalisme. Là, on peut quand même admettre que ce traitement ne rentre pas dans le brief initial de Monstre, à savoir suivre un tueur en série, vraiment dans ce qu'il a construit, etc., etc. Il le suit pas assez. Et tu vois, typiquement, la reconstitution de la scène de douche, je trouve que c'est typiquement ce qui va pas chez Ryan Murphy. T'as une scène iconique où justement, ce qui est intéressant, c'est que tu ne vois pas le couteau rentrer dans la chair, etc. Et là, il te fait un truc où tu vois bien le couteau qui rentre, où tu as le sang qui dégouline. Ça n'a plus de sens. Oui, mais après, ça revient avec ce truc très outrancier chez lui d'utiliser les symboles d'Hollywood et en fait vraiment de les pousser au curseur au maximum. Il les détourne. Il les détourne. Tu vois, il y a un côté parodique presque. Il y a un côté grotesque. Et ça, à la limite, ça me dérange pas parce que c'est dans le cadre de la fiction. C'est méta en fait. C'est la fiction dans la fiction, donc ça me dérange moins. Ça me dérange beaucoup plus quand c'est les juifs en tenue de concentration qui courent comme des zombies autour de la maison d'Ed Gein en fait. En fait, il y a un truc où je me dis là on n'est plus dans la fiction, là on est dans un truc un vrai drame. Après tu vois, s'il avait juste fait les deux qui courent d'un coup et qu'il n'y avait rien d'autre, tu vois, là tu te dis ah ouais ok. Mais là mec, aussi il pousse les curseurs très loin vois. en fait, et du coup, et juste pour revenir à ce qu'on disait, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est la zone d'intérêt, c'est Jonathan Glazer. Il l'a fait de façon beaucoup plus intelligente. Alors, c'est évidemment pas du tout le même projet artistique, mais en fait, il suffisait de faire très peu, en fait, de montrer très peu de choses. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, Ryan Murphy et Ian Brennan, c'est pas leur truc. Ah non, la légèreté, la suggestion, non. Voilà, donc du coup, quand on a les estomacs un peu fragiles, comme certaines personnes, on peut trouver ça indigeste. Nonobstant, je suis d'accord avec Émilie, il y a des trucs quand même de mise en scène et des raccords et des choses où je me dis, il y a quand même du talent, c'est évident. La photo, etc., il y a du talent technique, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est le propos. Et c'est comme disait Juliette, effectivement, ce côté très hypocrite de dire je vous fais une série qui commente la violence de l'Amérique. Il y a des personnages qui disent littéralement cette Amérique, c'est plus la même. Tu vois, et je lui dis bah oui, on a compris, Ryan, c'est ça que tu nous dis. Et en faisant des parallèles avec l'Amérique d'aujourd'hui, j'imagine, et tout ça. Mais en fait, il y a un moment, arrête d'être hypocrite. Tu aimes bien nous montrer du sexe, de la violence.
Et puis après, un peu nous mettre le nez dans la merde en disant vous voyez, vous aimez ça. Et pour moi, il l'assume totalement, ça. Non, mais tu vois, il assume le fait que lui-même fait partie du truc, en fait. Je suis pas sur ça, je suis pas d'accord avec vous. La thune, il la reverse à personne, je crois. Bah non. Alors, parce que vous avez évoqué, vous êtes revenus chacun sur Dahmer, sur les Menendez, etc. Donc, pour un peu conclure sur cette saison 3, vous allez classer les saisons. Je pense que... ça va pas vite. Ouais, mais c'est pas les mêmes séries, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les mêmes séries. Il a qu'à changer le nom et faire une nouvelle anthologie. Oh là là, mon Dieu. Bah déjà, je sais qu'en 3, je mets eux. Là. Et ensuite, brièvement, on évoquera la saison 4, puisque celle-ci est déjà commandée. Je sais pas. Tu m'aides pas, Laurence. Oh là là, je suis pas là pour t'aider. Attends, j'ai pas fait Allez, je vais quand même faire ça. Peut-être. Je peux pas faire un bis? Non. Est-ce que je fais ça? Allez. Donc, Steph, 1 Dahmer, 2 Edgin, 3 Menendez. Juliette. Moi, je suis comme Marc, je suis archi basique. Je fais dans l'ordre de sortie des. Okay. Et toi, j'ai fait comme Steph. J'ai fait comme Steph, mais sans conviction. Okay. Donc, vraiment, je suis à ça de mettre Edgin. Parce qu'il faut que je le regarde une deuxième fois. Pour moi, c'est Charlie. Dahmer, c'était la meilleure. Quoi. Dahmer, moi, j'ai trouvé ça excellent. Vraiment. Mais parce qu'elle est fan de Dahmer aussi. Non, mais justement, j'en attendais vraiment beaucoup et j'aurais pu être déçue. Et au contraire, je trouve qu'il a été... j'ai été très étonnée de sa sobriété, quoi. Et là, il est sobre pour les scènes de... Je trouve quand même, comme les scènes d'Edgin, c'est sobre, en fait. C'est pas de mauvais goût. Et s'il y avait eu que ça, en fait, et c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième, s'il y avait eu que l'histoire d'Edgin, juste lui comme ça, je pense que ça aurait pu être une bonne série, quoi. Et moi, je trouve quand même que les Menendez, qu'on avait pas mal critiqué, je crois, l'an dernier, possédaient quand même aussi des arguments pour montrer que c'était aussi une saison de qualité et surtout un épisode. Le fameux épisode 5. Ce qui, toi, t'as manqué cette saison. Ouais, voilà, en fait, ça m'a manqué un peu. Je me suis dit, tiens, à un moment, il va vraiment nous retourner la tête. Et en fait, finalement, non. Et je suis un peu déçu par les derniers épisodes de Edgin. Je pense que j'aurais pu basculer. Après, le 4e, je me suis dit, bon, pour l'instant, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Peut-être je vais le préférer au Menendez, on va voir. Le dernier est vraiment... Le dernier est une catastrophe. Le dernier est une catastrophe. Je suis pas d'accord. Le dernier, c'est pas possible. Cette idée, la danse dans le couloir, sans déconner. Une des dernières scènes, quand même, donc on spoil, hein, c'est donc cette espèce d'idée que Edgin, en arrivant vers le couloir vers l'enfer. De l'enfer ou du paradis selon lui. Quel paradis en fait en haut. En fait, tous les serial killers qui supposément l'admirent sont à côté pour lui dire tu es génial, bravo. Il claque la bise. Voilà. Non, et sa mère qui lui dit bravo, je suis fière de toi. Et oui, parce qu'en fait tout ça c'est ça, ça fait plaisir à maman. C'est juste l'histoire en fait. Mais voilà, donc tout ça c'est ridicule. C'est même pas vraiment drôle en fait. Enfin, ça aurait pu être vraiment outrancier au point d'être drôle. C'est juste gênant, quoi. Et c'est même pas beau. Et non, c'est pas beau, non. En plus. Bon, on verra quel traitement, du coup, il choisit pour la saison 4, puisque la saison 4 de Monstres est déjà commandée et même déjà dans les tuyaux. Elle sera centrée cette fois sur une femme, Lizzie Borden, qui a été accusée puis acquittée, je crois, du meurtre de son père et de sa belle-mère à la hache en 1892. Voilà, donc autre crime, autre personnage. Voilà, on verra cette fois quel traitement il choisit. Je ne sais pas comment il va faire sans pouvoir mettre des pectoraux huilés une scène sur deux. Je lui fais confiance pour trouver un moyen. Voilà. Allez, histoire de se détendre après tout ça, on va rejouer. C'est la deuxième partie de notre jeu L'appel et un ami. Et cette fois, je le rappelle, ce sont des questions d'actualité pour voir si vous avez bien suivi les informations ces dernières semaines sur les programmes de streaming. Et on commence par ma catégorie préférée, ce sont les titres alternatifs concoctés par ChatGPT. Et ça commence par Inbox mon amour. Vous avez un message? Non. C'est un peu l'idée, mais... oui, je m'en suis doutée, mais je vois pas du tout ce que c'est. En plus moderne. Vous avez un email? On est d'accord qu'on parle de séries, de films. Oui. Dear You. Oui, bien joué. Bien joué. C'est pas récent, les mêmes thématiques, c'est bien ce genre de série. On parle de... Alors, pourquoi on parle de Dear You? Parce que la série vient d'être renouvelée par Prime Video pour une saison 2. Ah, on est obligé. Marc, il a dit. Non, c'est juste que j'ai cherché une série où ça parlait de missives envoyées. Et voilà. Et dans un autre registre, Prime Video a aussi renouvelé la saison 2 de la série policière Ballard. Tout à fait, ouais. Changement de registre. Le coup, issu de l'univers Harry Bosch, qui a été une bonne surprise avec Maggie Q, super actrice. Déjà, Harry Bosch, c'est trop bien. Alors, next, Rime de sang.
Rime. Validé. Validé. Oh putain. Non, mais il nous Quoi fait une remontada. J'ai dit que je me réveillais. Bah oui, dis donc. Moi, je suis un diesel. Validé, dont la saison 3 arrive en novembre sur Canal+. Et cette fois-ci, je crois que ce sera centré sur un duo. Steph, sans trop nous en dévoiler, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots peut-être ? Eh ben en fait, le label de production donc Apache Music signe 2 jeunes rappeurs prometteurs. Leur groupe c'est Cobra. Et donc c'est Zach et Sal. Et en fait, leur rivalité va avoir plein de conséquences sur le fameux label et sur eux deux aussi. Il va y avoir une escalade dans la violence. Voilà. Bon. 2 petits jeunes qui sont très bien. On a hâte de découvrir ça. Oui, c'est bien. Next, courir au ralenti. Contresens. Non. Forrest Gump. Courir au ralenti. Alors, donc, ce sont des questions sur l'actu, mais l'actu n'est pas toujours sur de la nouveauté. Ah oui, d'accord. Indice. Donc c'est une vieille série. Les Frères Scott ? Non. Je sais pas. Alors, La petite maison dans la prairie. non. ça aurait pu. Bah oui. Ça aurait été Ça aurait génial. Ah, oui. Alors, j'ai aussi quelques alternatives de titres. Vas-y. Plus simples. Soleil, muscles et bouées. Les musclés. Hélène et les garçons. J'en ai aucune idée. Cool to be free. Non. Bouées. Non. Bouée. Soleil, muscles et bouées. Alerte à Pourquoi tu me Malibu. regardes Alerte à Malibu. Tout à fait. Tu vois ce qu'elle me regardait moi? T'as cru que j'étais Pamela Anderson ou quoi? Moi, c'est maillot de bain rouge, alerte à Malibu. Sinon, l'autre alternative, c'est les gardiens de la plage. Voilà. Donc, alerte. Et non de la galaxie. Exactement. Alerte à Malibu, effectivement, puisque la chaîne américaine Fox vient de commander un reboot de la série hyper nostalgique. Eh ben. 12 épisodes qui seront dévoilés pour la saison 2026. S'accrocher. Ça va être woke, ça encore. C'est clair. Est-ce que les gens de la Fox, ils ont vu le film? Sans doute, oui. À Je quel pense point qu'ils le ont film vu était mauvais. Ils ont et vu ils les sont- dollars, Non, tu mais vois, tiens, surtout. Alors, ceci dit, il m'est arrivé de rire devant ce film. oui, mais Instant confession. rire de gênance ou rire... L'histoire ne le dit pas. Une femme assez secrète. Allez, on enchaîne avec paillettes et pourcentage. 10%. Ouais, il est beau. Joli. Joli. 10% effectivement, puisque ça faisait longtemps que c'était une rumeur qui courait, mais cette fois c'est officiel. Ouais. Il va y avoir un film 10% sur Netflix, voilà, et tous nos agents préférés seront de retour, puisqu'apparemment l'histoire serait celle d'Andrea, qui est devenue réalisatrice et qui fait appel à ses anciens collègues lorsque l'acteur de son film la lâche quelques jours avant le tournage. Émilie, je crois que tu as échangé avec Thibaut de Montalembert il n'y a pas longtemps à ce sujet. Oui, je l'ai rencontré au festival de la fiction de La Rochelle, où il était là pour Montmartre, et donc il m'a confirmé que tout le monde serait là et qu'effectivement ce serait plus au même endroit, vu que l'agence n'existe plus, qu'ils avaient, qu'ils pouvaient pas me dire grand chose parce que effectivement confidential, mais ouais, non, il avait l'air très très content des retrouvailles de tout le monde. En fait, moi là où je suis contente aussi, c'est qu'ils sont tous là. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit bon bah c'est bon, j'ai explosé genre une Camille Cotin ou une Laure Calamy, donc je n'y retourne pas. Ils sont vraiment ils sont venus, ils sont tous là comme moi je suis contente de les retrouver. J'ai adoré ces personnages d'agents. Ah oui. Ouais. Mais plus, moi pour la série, c'est vraiment plus les personnages d'agents que les stars en fait. Les stars c'était drôle, guests, mais oui, c'était voilà. un peu le petit glaçage sur le gâteau, quoi. Mais... Et là, d'après les infos de certains sites américains, dans les premiers guests, il y aurait Laetitia Cassa et Vincent McCain. Voilà. On aime bien. J'attendais Brad Pitt. Peut-être. Alors, la prophétie du sang ancien. Bienvenue à Derry. Blood of My Blood. Non. Ça. Ah non, c'est le truc avec les Game of Thrones. Les Seven... Night of Seven Kingdoms. Non, ça aurait pu. Ça C'était aussi ouais. dans l'actu récemment. Prophétie. Répète. La prophétie du sang ancien. Du sang ancien. Ouais. Ah, d'une prophétie. Non, La prophétie du Foundation. sang ancien. non plus. En autre titre, il y a The Witcher. The Witcher. Ah bah oui. The Bravo. Witcher, tout à fait, parce que la saison 4 arrive le 30 octobre sur Netflix, avec non plus Henry Cavill, mais Liam Hemsworth, voilà, au grand désespoir de Steph. Liam Hemsworth qui s'est exprimé récemment, enfin pour la première fois d'ailleurs, je crois depuis qu'il a repris le rôle, en disant qu'il avait eu besoin de couper des réseaux sociaux. Vaut mieux, parce oui, que pauvre. c'était un petit peu compliqué, visiblement, vu les réactions des fans. Ouais.
Bah, et après, il n'a pas le même charisme. Après, je ne l'ai pas vu en Situation, donc il faut voir. Mais, Mais c'est ça sur son produit, quoi. voilà, on va juger sur le produit. Mais Après, ils viennent de drôle sortir choix. la première bande-annonce, tu l'as vu? J'ai vu la bande-annonce, ouais. Ça donne pas très envie. Ça fait vraiment... on a pris le mec au fond de la salle, on a dit qu'il peut prendre Henri. Qui lui ressemble vaguement avec une perruque. Pourquoi tu montres Marc quand tu dis le mec au fond de la salle? J'aime bien ressembler à Henri Cavill, personnellement. T'es mieux qu'Henri Cavill. Merci. Faut manger du steak. Ouais, c'est ça. On enchaîne. Bisous à nos copains véganes. On enchaîne avec son Insta. les casquettes qui piquent. Hein? Les casquettes qui piquent. Excuse-moi, Clément, tu as bu quoi avant de venir? C'est pas moi, c'est ChatGPT. Les casquettes qui Peaky piquent. Blinders. Peaky Ah, Blinders. Il avait mangé un clown, ChatGPT. Mon Dieu. Et oui, Peaky Blinders, pareil, on pensait que c'était fini après le film qui va bientôt sortir sur Netflix, mais non, il y aurait encore une suite après ça. Tellement hâte. Tellement hâte. Du film ou de la série, les deux? Les deux. Les deux, ok. Ouais. Et là, la série, elle devrait donc toujours encore se passer à Birmingham, mais cette fois, on serait dans l'après-Seconde Guerre mondiale, parce qu'il va falloir reconstruire la ville, et voilà, une aubaine pour la nouvelle génération Shelby. Donc, a priori, sans Cillian Murphy, par contre. Ça, c'est dommage. Et un petit dernier pour la route. Caféine et bavardage. Caméra café. Non. Caféine et bavardage. The Office. Non, Gossip Girl. non. Mais t'as 50% du titre. Girl. Gilmore Girl. Gilmore Ah, Girls. joli. Ah, boire du café. J'en ai Ah bah, aucune idée. Je pense que je mérite un demi-point parce qu'Émilie n'aurait pas trouvé Gilmore Je sans suis un Mon peu Girl. déçue que tu l'aies pas trouvé quand même. Ça mais va bon. être un débat. Gilmore Girls, la série vient effectivement de fêter ses 25 ans, ce qui nous donne une petite claque dans la tête de Tata. Comme c'est l'automne, Tu ne les fais on pas, n'a Laurence. pas envie de regarder la saison 3 de Monstres, on a envie de se refaire Gilmore Girls Mais plutôt. Voilà. Et l'actrice Lauren Graham vient de décrocher son étoile à Hollywood Boulevard, et à cette occasion, elle a confié qu'elle ne comprenait pas pourquoi le final de la série, alors la suite qui était sortie sur Netflix plusieurs années après, avait autant divisé les fans. Et la créatrice Amy Sherman Palladino a d'ailleurs confié qu'elle avait la réponse, bien sûr, au grand cliffhanger de cette suite. Et que donc, voilà, pour l'instant, elle la garde pour elle. Donc peut-être Mais moi, j'ai ma théorie. Et je pense que Amy et moi, partage avec nous cette théorie. Bah, moi, ma théorie, c'est que, évidemment, vu que ses relations sexuelles s'arrêtent à Logan et ce pauvre Paul, dont elle se rappelle jamais le nom, Logan est le père biologique, mais je suis sûre qu'elle va l'élever avec Jess. Voilà. C'est beau. Ça, c'est mon petit cœur de team Jess. Ce sera dit. Voilà. C'est beau. Et on passe maintenant aux ressemblances. On cherche un acteur C'est qui... dur ça. Ah, mais ça, on n'avait pas enlevé en saison 2. On Non. n'avait pas Ah, enlevé, non, d'accord. non. On a fait des ajouts. On On m'a n'a pas demandé mon enlevé, avis, voilà. apparemment. Un acteur qui ressemble, selon ChatGPT, bien sûr, à Orlando Bloom, Richard Madden et François Civil. Pierre Ninet. Non. Richard Glenn Madden. Powell. Non. François Civil, le premier, c'était Orlando Orlando Bloom. Je les ai notés là, si tu veux. Des brins ténébreux. Les brins ténébreux. Bah, François Civil, C'est pas il est Liam pas brun. Hemsworth, du Oh. coup. Si, Quand il est même. brun Non. maintenant. Ça dépend. Un brun. Pio Marmaille. Non. Ah, c'était ça pas mal va. essayé. Ouais. Ouais. J'essaye d'avoir un point. Hein. C'est quelqu'un qui a un lien, je vous donne un indice, avec Richard Madden. Un lien avec lui. Jon Snow. Mince, Kit Harington. Kit Harington. Bravo. Et aussi un lien avec François Civil, puisque ils seront tous les deux à l'affiche d'une série de Prime Video, A Tale of Two Cities, adaptée du roman de Charles Dickens. Voilà, Kit Harington, François Civil, pour une histoire d'espionnage entre Londres et Paris sur fond de Révolution française. Trop cool. Ça donne envie, si tu veux. Ouais. non Ouais, grave. Ouais. Grave. Ouais, sympa. Alors, Non, je Émilie, sais pas ce que François Civil en anglais ça donne. Ouais, c'est ça. Mais Alors, je crois que c'est je suis sûre justement qu'il va son premier s'être fait coacher. projet international. Ah, Ouais. Émilie, non, pas convaincue. J'essaye de me souvenir pendant qu'on parle du dernier truc intéressant que Kit Harington a fait. Et j'arrive Mais pas à si, il trouver. était dans la série avec le truc sur la bourse là qui passe sur. Ah oui, HBO. ouais, j'ai pas vu. Donc voilà, peut-être, maybe. Industry. Après, j'adore Hein François Civil. Industry. Donc, Oui, Industry était dans la Ouais. saison 3. Ah oui, oui. Il était Ok. bien. Et on cherche une série qui ressemble à Outer Banks, Ginny et Georgia et Dawson. c'est merde. Les Walter Boys. Outer Banks. Pas les Walter Boys. Ginny et Georgia.
l'autre. L'été où je suis désolé. Ah non, Tout à fait. Encore, tu vois qu'on en parle à chaque fois. mais non. C'est pas moi, c'est l'actu, je suis désolée. Puisque. Émilie, elle n'en peut plus. Même chose. Heureusement que je travaille pas sur votre pôle. Team Conrad, Team Jeremiah, elle n'en a rien à faire. Rien à foutre. Et bien sûr, le débat n'est pas. Enfin, si, le débat est fini a priori, mais la série c'est terminé, mais il va y avoir un film. Ah là là. Parce que la créatrice Jenny-Han et Prime Video ont annoncé lors de l'avant-première à Paris. Et il y a un lien entre L'été où je suis devenue jolie et Dawson, puisque la série s'est tournée au même endroit, la ville de Wilmington, C'est vrai. qui a aussi accueilli le tournage des Frères Scott. Tout est lié. Oh, dis donc. Ça alors. C'est super. Que des grandes productions. Et justement, ce qui nous amène à la question secrète, c'est l'une des autres nouveautés, Juliette, Oh de my cette God. année de Cyberstream. On parlait de Dawson justement à l'instant. Team Dawson ou Team Pessy à vos ardoises? Oh là là. Facile. Alors là, s'il y a un débat, franchement, Franchement. je ne réponds plus de rien. Quoi. Évidemment. Mais je regarde du coup en même temps. Ah, Juju, elle hésite. Juju, elle hésite. non. Team- Autant hésiter entre Conrad et Jeremiah. Je Non, viens. On mais n'est pas attends, prêt la triche, pour la quoi. réponse. Est-ce qu'on est prêt Juju. On est J'ai prêt. cru que tu allais mettre autre Voilà. chose. Allez, go. Allez. Même Marc, il a voté, Juliette, Bah, t'abuses. oui. Est-ce qu'on peut se parler du fait que Steph est la seule à pas utiliser son ardoise comme il faut? Elle Qui a dit que c'était comme ça Donc, d'abord Émilie, t'as voté Team Bah Pessy. oui, Pessy, bien of course. sûr. Même Marc a voté. Absolument. Et Juliette, tu n'en as donc rien à faire d'après ta réponse. je Bah comprends. non, mais en fait, j'ai jamais vu Dawson Laurence. Ça, voilà, je te l'avoue, je te le dis. Toi, qui sait Je vois qui c'est. Je suis beaucoup très déçue. Mais Tu il y connais a le ce qu'on mème appelle une différence d'âge. Oh non, non, ça c'est pas le bon argument. Celle-là, elle n'a pas lieu d'être. C'est de la culture, Tu es Juliette. odieuse. Odieuse. Qui l'a invitée? Elle va se calmer, Edgine, là. Il fallait que ça tombe à un moment, ça. Et Elle m'a appelée Edgine toute la journée, hein, je tiens à le dire quand même. Je vous jure que c'est vrai. d'accord, on va enchaîner. Et Dawson aussi est revenu dans l'actualité ces dernières semaines avec des retrouvailles hyper émouvantes, C'était donc, hyper dont touchant. apparemment Juliette n'avait absolument rien à faire non plus, Non, mais je suis ravie pour vous. puisque hein, les franchement, acteurs se sont effectivement réunis au théâtre pour jouer ensemble, tous ensemble, le premier épisode de la série au théâtre. C'était une soirée organisée par Michelle Williams en faveur d'une association qui lutte contre le cancer. James Van Der Beek, qui est malade, devait participer et n'a pas pu participer. Il a été remplacé comme ça par Lin-Manuel Miranda. Mais par contre, on a vu aussi sur scène, il a fait un message qui était hyper émouvant. C'était Et hyper puis, courageux. il y avait aussi sa femme et ses enfants qui étaient là. Et qui ont chanté à la fin le générique. C'était La vraiment vidéo est émouvant. incroyable. Ouais, toutes les photos, les vidéos qui ont été publiées sur les réseaux, franchement, ça... T'as pleuré, Juliette, en voyant la vidéo? Oui, vraiment. Et avant de se quitter, on va jeter... Ah non, pardon, j'ai oublié les points. Ah bah, Oh my Ouais. god. Oh là je là. crois qu'on sait qui a gagné. Tu mais m'as bon. pas mis un Oui. malus. Ouais, je crois qu'il y a pas de Non, quoi alors, de si suspense. j'ai bien compté, c'est donc Juliette, notre grande gagnante. Oh, c'est surprenant. surprenant. Donc, Nous avons une égalité entre Émilie et Stéphanie avec 6 points chacune. oui. Et Marc, 5 points. Bon, j'ai Voilà. un peu remonté. Bravo à Écoutez, tous. j'ai J'espère bien qu'il n'y aura débrouillé. pas de réclamation au prochain numéro. On verra. Bah, Émilie, après avoir revu Monstre, elle réécoutera l'épisode pour recompter tous les points. Ça va te suivre, ça aussi. Et donc, voilà, avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur les prochaines sorties qui nous attendent en streaming dans les semaines à venir. Et j'ai rejeté mon ardoise, mais on a de nouveau besoin des ardoises. puisque... Et tu l'as totalement jeté. Totalement. En mode, j'en peux plus de ce truc, ça me prend une place monstrueuse. C'est que je voulais pas effacer mon pays et mon petit cœur, tu vois. Moi, voilà. je l'ai effacé. Mais je vais quand même l'effacer parce que vous allez me donner la sortie que vous attendez le plus entre les nouveautés que je vais vous lister à l'instant. Ok. Nous avons donc Lazarus sur Prime Video le 22 octobre, qui est une série originale signée de Harlan Coben qui n'est pas adaptée de l'un de ses romans avec Sam Claflin et Bill Nighy. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Comme ça, je crois. Ouais. Le monstre de Florence, le 22 octobre également sur Netflix, sur un tueur en série qui a sévi pendant 17 ans en Italie. House of Dynamite, le 24 octobre, un film d'action de Netflix avec Idris Elba et Rebecca Ferguson. Nous avons, pour les amateurs de l'horreur, Ça, Bienvenue à Derry sur HBO Max le 27 octobre, dérivé du roman de Stephen King. Et enfin, Down Cemetery Road sur Apple TV+, le 29 octobre, un thriller Tu l'as trouvé, c'est bon. avec Emma Thompson et Russ Wilson, adapté d'un roman de Mick Herron, Tout à fait. à qui l'on doit aussi Slow Horses. Ne me faites pas répéter, merci. Je...
Ouais. Ok. Je me rappelle plus trop des premiers, mais... Le choix est difficile parce que c'est quand même pas mal de programmes qui semblent Qui sont intéressants. quali. Ouais, ouais. Ouais, si, bah, On quand est même. sûr? Bah, je Bah, franchement, ouais. Il y en a plusieurs même. qui ont l'air intéressants. Je dis pas que je regarderai toutes parce que clairement. T'as pas le temps. T'as des enfants déjà? Et elle a monstre à finir. Non, j'ai dit tout à l'heure que c'était irregardable. C'est vrai. D'ailleurs, je n'ai Pauvre. pas développé, mais je peux le Allez. faire maintenant si tu veux. Let's go. Alors, j'ai 2 Down Cemetery Road à ma gauche et ça en bonus avec un Un petit chat. chat. Ah, mais il est là depuis un petit Parce que, bout de attends, temps. est-ce que les gens voient bien le petit chat House of Dynamite pour Marc et, à défaut de mieux, Le Monstre de Florence pour Émilie. Ouais. Ok. Sur le papier, il n'y a pas grand-chose où je me dis, ouh, j'ai super hâte. Donc autant aller sur une valeur sûre, un bon petit serial killer, et puis Ok. basta cosy. Et moi, j'ai mis Lazarus parce que... Parce que tu adores Harlan Coben. Parce que Harlan Coben, c'est toujours efficace. Et le fait que ce soit pas adapté d'un roman, justement, et la bande-annonce donnait vraiment très envie. Ouais, Et, J'ai volé la... Elle me vole mes affaires. et le Ça duo, vous embête pas si Laurent Ouais, Sam non, parle rien à faire, mais c'est pas grave. Un peu comme Pacey, quoi. Le duo Sam Claflin, Bill Nighy me plaît bien aussi. Voilà. Et Down Cemetery Road, effectivement. Bah ouais, c'est parce que c'est les fans de Slow Horses là qui Ouais, ont hâte de ouais. ça, parce que Slow Horses, effectivement, c'était signé du même auteur. Je me suis lancée là dans le livre Down Cemetery Road, puisque il l'avait sorti au début des années 2000. Pour le moment, le livre est pas mal. Donc, C'est et risqué puis, avant de regarder la série. Ouais, du mais coup. j'avais lu La Maison des Tocards avant de regarder Slow Horses, et franchement, ça m'avait rien C'est enlevé vrai au plaisir. Bon. Donc, je pense que les deux. Ils n'ont pas appelé la série La compatibles. Maison des Tocards. Ils auraient Ben, pu. Ils n'ont pas francisé les Québécois, peut-être. Et Down Cemetery Road, le duo Emma Thompson, Ruth Wilson aussi, ça peut être pas mal, je pense. Grave. Toi, Marc, action. Oui, il y a surtout Catherine Bigelow qui réalise le film. Bah oui, Catherine Bigelow, réalisatrice de Des Mineurs notamment. Mais oui, je l'adore, elle. Ah oui. bah. Une des femmes fortes d'Hollywood qui a réussi à se faire une place en tant que réalisatrice depuis une 40aine d'années dans un milieu où c'est vraiment pas facile. Et elle a été assez pionnière là-dessus. Et elle a fait des films assez différents, parfois réussis, parfois non, mais toujours intéressants. Et effectivement, là aussi, il y a un duo d'acteurs qui est quand même assez séduisant, Idris Elba et Rebecca Ferguson, Ouais. qu'on adore. Enfin, moi, perso, Rebecca Ferguson, c'est toujours Un succès. un succès. Voilà, je sais tout de suite que ça peut être, elle peut apporter quelque chose à la série ou au film. Donc voilà. Après, le pitch, je crois, n'est pas forcément très original. Moi, j'ai un peu peur d'un truc un peu standard, voilà. Mais comme c'est du Catherine Bigelow, on peut y aller. Finalement, j'aurais mis ça. Tu changes d'avis. ok. Ouais, je Ça suis marche. J'étais convaincu. Marc, il m'a encore convaincu. Ah. Il est formidable, ce Marc. Va-t-il te convaincre pour la dernière question? Puisqu'il n'y a pas que des nouveautés, il y a aussi des retours. Quel programme êtes-vous le plus impatient de retrouver? Alors, Entre la saison 3 de la série politique La Diplomate sur Netflix, le Ok. 16 octobre, le 3e et dernier volet de la trilogie sulfureuse de Prime Video à Contresens 3, ça va être là, sur la dose de Marc dans 2 secondes, Ouais. le 16 octobre. c'est sa cam. Nobody Wants This, la série romantique de Netflix, le 23 pour une saison 2 avec Adam Brody et Kristen Bell. Culte, la saison 2 sur Prime Video le 24 octobre, avec après la première saison sur le Love Story, cette fois ce sera consacré au To Be Free. Pas entendu. Respira, il y en a peut-être d'autres après, tu vois. Non, je sais déjà. Respira, la saison 2 de la série médicale espagnole sur Netflix le 31 octobre. Et enfin, la saison 2 de l'émission de Netflix Squid Game le défi le 4 novembre, si jamais Ah, j'avais quelqu'un bien aimé l'attend. Ça, j'avais bien aimé, moi, la saison ouais. 1. Ouais. D'accord. Oh, moi, j'avais bien aimé. Tu changes Je de change choix ou pas? absolument pas. En fait, j'espérais quand tu as Dis dit donc, qu'est-ce ouais, que vous d'accord. attendez qu'il soit dans la liste. Et donc, du coup, dès que tu as dit qu'il était dans la liste, J'hésite. je l'ai mis sur ma petite ardoise. Et, On peut pas en mettre 2, hein, c'est ça? non, on peut en mettre qu'un Tu seul. peux mettre un bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Ah, Juju. Bonus. Je dis tout de suite aux auditeurs qui Merde. nous écoutent Pardon. et qui ne nous voient pas, il va y avoir une majorité qui va se Un dégager. consensus. Un consensus va se dégager. Totalement. D'un côté de la J'arrive, table, hein. pas de l'autre. Ah. D'un côté de la table. On est 3 contre 2, c'est ça? J'arrive. Attention. On met pas de bonus. Ouais, non, on est 3,5. Ah. 3,5. Mais oui. Marc, il va falloir que tu te poses des bonnes questions. Ouais. Ah bah oui, mais j'ai pas encore vu Nobody Wants This, je vous souviens. Bah, moi non plus. Hein. Ah bon? Bah, non. Moi non plus, ouais. Je croyais que tu avais déjà vu. Non, La saison 1, oui. Ah oui, bah voilà. Oui. Non, mais T'as pas Marc, vu il a la pas Mais saison non. Mais Marc, qu'est-ce que tu fous? Bah, je sais pas, je regarde Monstre, je regarde Monstre. Là, pour le coup, c'est vraiment une série que tu peux regarder. Non, mais C'est rapide. Et en plus, alors, je t'en avais celle-là déjà parlé. Mais oui, mais je pense que ça peut me Celle-là, plaire. tu vas pouvoir la regarder pas tout seul. En Oui, En plus, Tu vois? en si, plus. tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Moi, très clairement, ma moitié, quand j'ai voulu lui dire, faut que tu regardes parce que ça va te plaire, elle m'a dit, t'es sûre? Mais vraiment, elle m'a regardé, elle m'a jugé, mais d'une force. Et en fait, elle a regardé, elle m'a dit, ok, c'est super sympa.
Donc tu peux la regarder à deux. Promis, je note. Cette fois-ci, tu ne seras pas abandonné comme je ne serai pas abandonné en cours de diffusion. Mais oui, on a hâte de les retrouver. C'est quand même la meilleure idée de rom-com de les réunir, ces deux-là, quoi. Mais bien sûr, ils sont incroyables. L'alchimie, elle est dingue. Je les trouve trop mignons, tellement drôles. Et j'ai trop hâte de les retrouver. Ils m'ont manqué. Et on reviendra bien sûr plus longuement sur tous ces programmes dans l'épisode de Superstream le mois prochain. Merci à tous les 4 pour vos avis toujours aussi éclairés autour de cette table. Et merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve en novembre pour le prochain épisode de Superstream. D'ici là, on vous souhaite plein de super séries, films, documentaires. On l'espère un petit peu plus joyeux que la saison 3 de Monstres à visionner sur les plateformes de streaming.